Bonsoir, je suis Fabrice Ndoum, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition du grand débat international direction Alger. Eh bien, nous allons tenter de revenir ce soir sur ce nouvel épisode de crispation entre Paris et Alger, deux pays liés par une histoire profonde, douloureuse, mais encore non digérée, deux partenaires officiellement engagés dans une coopération stratégique, mais régulièrement opposés par des désaccords mémoriels, diplomatiques, mais surtout sécuritaires. La décision des autorités algériennes de considérer désormais l'ambassadeur de France comme persona non grata illustre une nouvelle fois de plus les contradictions d'une relation faite à la fois de proximité et de méfiance, de dialogue, mais surtout de rupture brutale. Que révèle cette nouvelle crise diplomatique? S'agit-il d'un incident isolé ou du symptôme d'un malaise plus profond entre les deux États condamnés à se parler mais incapables de s'accorder durablement? On fait le point avec nos experts qui vont nous accompagner le temps de cette réflexion. Et puis, la deuxième dorsale de réflexion nous amène du côté de la Fédération de Russie où le président syrien Ahmed El-Sharat est donc reçu aujourd'hui au Kremlin pour renforcer, dit-on, la coopération bilatérale et appuyer les efforts de reconstruction en Syrie. Une rencontre qui confirme le rôle central de la Russie dans l'avenir politique et économique de la Syrie après plus d'une décennie de guerre. Derrière la reconstruction se jouent des enjeux majeurs, influence géopolitique, levée des sanctions, contrôle des équilibres régionaux que cherche réellement Moscou en Syrie. Et jusqu'où Damas peut-il compter sur son partenaire, sur son allié stratégique, la Russie? Des réponses, des questions, pardon, qui auront des réponses. Le temps de cette réflexion, vous nous retrouvez à vous, amis téléspectateurs. Bienvenue donc à cette séquence de réflexion avec nous. Pour en parler, professeur Omar Benbekti, vous êtes analyste, mais surtout professeur à la faculté des sciences sociales à l'université d'Oran, c'est en Algérie. Bienvenue à vous, professeur. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Professeur, convoquons avec vous très rapidement cette crise diplomatique qui traverse donc les deux capitaines, Alger et Paris, qui ont du mal à accorder leur violence. Cette fois-là, l'ambassadeur de France a donc été prié de quitter le territoire sous 48 heures, puisque désormais persona non grata. Tout est parti d'un reportage, du moins d'une prise de parole, dit-on, moins maîtrisée de la part de la presse algérienne, une prise de position de la part de l'actuel ambassadeur qui ravive finalement la tension. Comment expliquer ce nouvel épisode de crise entre Alger et Paris? Comment l'expliquer? Je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'entre les deux capitales, le torchon brûle. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le rôle d'un ambassadeur, ce n'est pas d'intervenir dans une émission de télévision, même si elle est soutenue par un programme d'une chaîne publique. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de venir mettre de l'huile sur le feu. Son travail consiste justement à faire en sorte que les points de vue se rapprochent. Et lui, il s'est érigé d'emblée en juge et partie, et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Mais ça se comprend lorsque on situe la relation algéro-française dans son contexte. Il est évident que entre l'Algérie et la France, après la guerre d'indépendance qui a duré de 1954 à 1962, les relations n'ont jamais été très bonnes. Il y a eu la nationalisation des hydrocarbures, il y a eu, beaucoup d'épisodes douloureux, et la proximité géographique veut qu'il y a encore beaucoup de nostalgie de la situation telle qu'elle elle fonctionnait avant. Et aujourd'hui, nous assistons encore à une frange, je dis bien une frange, puisque vous avez passé tout à l'heure des images de Madame Ségolène Royal, qui est la nouvelle présidente de l'association France-Algérie, qui est actuellement à Alger. Et elle essaie de rabibocher, de faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux. Mais il y a une frange de la classe politique française qui continue à penser qu'elle est en territoire conquis, et le fait que la France a perdu beaucoup les pieds en Afrique, que ce soit dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et dans d'autres régions d'Afrique, on se rend compte que la France, ça devient un tout petit pays qui ne veut pas admettre qu'il est en train de rapetisser. Et à partir de ce moment-là, ses relations avec ses anciennes colonies
se développe d'une manière brutale et violente. J'en veux pour preuve le fait que nous, la proximité géographique veut que nous partagions la Méditerranée ensemble, mais l'Algérie, ce n'est pas la France, et l'Algérie n'a pas besoin de la France. Le Vietnam a aussi été une colonie, l'Indochine, la fameuse Indochine a aussi été une colonie de la France, mais la guerre aussi a été très brutale, et Dien Bien Phu est encore dans les esprits de beaucoup de gens. Donc à partir de ce moment-là, les Français, une frange de la classe politique française doit comprendre que les choses évoluent, que les situations changent, et nous en voulons pour preuve ce qui se passe actuellement aussi bien en Iran que ce que vous avez dit dans votre sommaire, à savoir la visite du président syrien qui a pas quelques années encore été recherché. C'est un criminel, un tueur, un égorgeur de personnes. Aujourd'hui, il est reçu au Kremlin. Donc les situations, elles évoluent et les États n'ont pas d'émotion. Vous, je rappelle que tout est parti, du moins cette autre séquence a été ravivée à la suite donc de la diffusion d'un documentaire intitulé Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie, dans l'émission complément d'enquête sur France 2. Et d'ailleurs, du côté d'Algérie, de l'Algérie, on dénonce une forme de, passez-moi l'expression, des révisionnismes de la part de Paris qui passe très mal. Comment expliquer que la question de cette véritable rente mémorielle soit davantage au cœur de, voilà, qui puisse davantage empoisonner les relations entre Alger et Paris jusqu'à nos jours? Vous savez, la question de la rente mémorielle, l'Algérie n'en fait pas un fonds de commerce. Nous, il y a longtemps que nous avons tourné la page de la guerre entre la France et l'Algérie, bien que la France ait fait beaucoup de mal en Algérie. Pendant 132 ans, elle n'a fait qu'assassiner, tuer, déporter et détruire. C'était un véritable génocide auquel nous avons eu à faire face. Nos ancêtres, nos grands-pères, nos pères et nos grands-pères en ont beaucoup souffert. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les choses changent, les choses doivent évoluer. Nous l'avons compris. Nous ne demandons rien. Nous n'avons pas besoin de la France. L'Algérie n'a jamais eu besoin de la France. Aujourd'hui encore, nous n'en avons encore pas du tout besoin. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qui font les beaux jours de l'extrême droite française et qui sont d'origine algérienne. C'est pas parce qu'il y a quelques petits larbins qui développent des attitudes tout à fait condamnables. Mais l'Algérie, elle dépasse de très loin ce genre de situation. Et donc, le fait que Professeur la chaîne Omar, de télévision je vous en prie, publique, qu'est-ce qui oui, fâche davantage au fond dans ce documentaire? Est-ce le fait que la France, du moins le documentaire, veuille véritablement peindre la société algérienne comme étant plus ou moins celle-là qui est toujours plus ou moins engagée dans des coups foirés du côté de la France? On a le documentaire revient effectivement sur l'enlèvement l'enlèvement de l'opposant Amir DZ, ou alors essaye de camoufler véritablement les phrases, et c'est d'ailleurs ce que vous semblez dénoncer tout à l'heure, de la France dans cette guerre d'Algérie qui a véritablement, il faut le dire, décimé une bonne partie de la population algérienne dans cette guerre d'indépendance. qu'est-ce qui froisse? D'abord, c'est pas un opposant, celui que vous avez évoqué, c'est un larbin parmi d'autres. Il y en a quelques-uns comme ça, et il n'a rien d'un opposant politique. Les opposants politiques, ils sont en Algérie, on en connaît quelques-uns, et ils font leur travail d'opposition comme ça existe dans tous les pays du monde. Ça c'est normal. Mais que quelqu'un aille vendre son pays pour passer à la télévision, etc., et commencer à raconter n'importe quoi, il n'a jamais été enlevé. Bon, tout ça, vous le savez très bien, c'est du cinéma qui a été fabriqué. Mais ce qui est condamnable, ce n'est pas tant le fait que ce soit des pseudo-opposants qui s'expriment. Ce qui est condamnable, c'est qu'une chaîne de télévision publique, elle est bien publique, hein, c'est pas les chaînes privées telles que ou CNews ou je ne sais trop quoi, c'est une chaîne de télévision publique qui fait parler un ambassadeur. Le rôle d'un ambassadeur n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est là que l'Algérie réagit de manière un peu énervée, parce que un ambassadeur, sa mission, c'est de rapprocher des peuples, c'est pas de venir intervenir dans une émission de télévision. C'est pas son rôle, son boulot, il est pas là. Maintenant, s'il y a un petit qui s'appelle Emmanuel Macron qui a détruit le rôle des ambassades, des ambassadeurs en France, ça c'est notre histoire, ça c'est le problème des Français, c'est pas le nôtre.
Mais l'Algérie ne laissera pas passer. Et si ce type aujourd'hui est déclaré, sera, parce que ce n'est pas encore officiel, déclaré persona non grata, il est non désirable à Alger, c'est parce qu'il a une attitude qui n'est pas du tout conforme au statut qui est le sien. Voilà. Dans la démarche de l'ambassadeur professeur Omar, un peu de, moi peut-être forme, un peu de condescendance. Les ambassadeurs, tout comme le corps armé, c'est beaucoup de discrétion, parfois aussi beaucoup de Voilà. courtoisie dans l'approche effectivement des sujets aussi sensibles que des questions mémorielles, surtout que ça touche directement des États. Et quand on sait que dans un passé pas très lointain, les relations étaient assez pas du tout stables, et donc on se devait peut-être pour une occasion comme celle-là tenter de faire peut-être pas la paix des braves, mais tenter de garder véritablement la tête froide pour éviter de raviver les tensions qui sont toujours, en tout cas, toujours présentes. Très juste. Vous avez parfaitement raison de soulever cette question. Et encore une fois, ce n'est pas l'Algérie qui a besoin de la France. Aujourd'hui, la France, elle est dans une panade économique. Elle perd tous ses marchés en Algérie, mais l'Algérie, ce n'est pas une chasse gardée. Ça ne lui appartient pas, ça ne lui appartient plus. Ça lui a eu, elle a eu la même mise sur ce pays pendant 132 ans, mais maintenant c'est terminé. Il n'y a pas eu une guerre pour rien quand même. À partir de ce moment-là, il faut avoir une autre vision des choses. C'est ce qu'a essayé de développer Madame Ségolène Royal, que l'on voit sur votre chaîne actuellement, et qui est venue essayer de rabibocher les choses de sorte que aujourd'hui elles comprennent que les rentes mémorielles, ce n'est pas ça qui fait vivre les populations. Ce qui fait vivre les populations des deux côtés de la Méditerranée, ce serait des échanges économiques. Mais de ce point de vue-là, c'est pas nous qui avons besoin de la France. Nous n'en avons pas besoin. Il y a plus de 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Et maintenant, si ils veulent jouer à ces petits jeux, eh ben, les 5 millions d'Algériens qui sont des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, etc., eh ben, s'ils quittent demain tous les hôpitaux français, ils vont fermer. 80% des médecins qui servent dans les hôpitaux en France et en Navarre sont d'origine maghrébine et africaine, vous le savez. C'est là qu'il faudra Donc, leur trouver du travail du côté de l'Algérie. C'est une autre paire dommages pour ça. Nous non, connaissons. En Algérie, du travail, il y en a. L'Algérie, c'est un pays qui est en train de se faire, et l'Algérie peut faire vivre 150 millions d'habitants sans problème. L'Algérie est un pays riche. C'est un pays riche. Il ne faut pas le perdre de vue, cette vision. L'Algérie, c'est pas un pays qui souffre de je ne sais trop quoi. Elle a un sous-sol, elle a des richesses minières, etc. Et elle a une agriculture qui est en train de se développer. Il y a une industrie qui est en train de se développer. Et il n'y a que 50 millions d'habitants, même pas. À partir de ce moment-là, l'Algérie peut, et d'ailleurs le gouvernement algérien a pris les dispositions pour faire en sorte que tous ceux qui sont partis, ce qu'on a appelé les harragas, les brûleurs, ceux qui sont partis et qui n'ont pas de papier, ils peuvent rentrer maintenant sans problème. S'ils n'ont pas de compte de justice avec la justice algérienne, ils sont autorisés à. Mais la France, elle perdra beaucoup. Si les 5 millions d'Algériens rentrent, elle perdra beaucoup. Parce que les 5 millions d'Algériens, ce ne sont pas tous des sans-papiers. Beaucoup sont des Tout à fait. franco-algériens. Pour Beaucoup sont Sorma, d'origine. la France, Oui, la phrase je vous ai compris prononcée le 4 juin 58 par le général de Gaulle qui, général de Gaulle. dans sa démarche, voulait effectivement tenter de mettre un terme à cette longue marche de lutte pour la quête des indépendances du côté de l'Algérie, qui avait véritablement permis de mettre un cadre pour permettre effectivement non seulement à la France de dégager officiellement le territoire algérien, mais de permettre également à l'Algérie d'avoir une véritable indépendance et non ces indépendances factices qui ont été vendues à bien des pays africains. À quand le prochain arrêt entre l'Algérie et la France pour tenter véritablement d'accorder leur violon, puisque c'est une histoire ancienne qui est véritablement, qui semble aujourd'hui, du moins une histoire ancienne qui porte les deux États et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse avoir notamment ce grand nombre d'Algériens qui puissent véritablement travailler du côté de l'Algérie. La question c'est de savoir à quand la paix des braves entre les deux pays. La presse française estime que l'Algérie semble faire un peu de la surenchère sur la question de la rente mémorielle et qu'à chaque fois il y a des désaccords, eh bien elle remet cela au goût du jour à l'effet de tenter peut-être de rappeler à la France qu'elle lui devait un certain nombre de choses, eu égard notamment de cette longue histoire qui a véritablement, dans laquelle les deux pays ont véritablement cheminé, que ce soit dans la
la question de l'indépendance, même après l'indépendance. Oui, non, mais la rente encore une fois, la rente mémorielle n'est pas du tout un registre de commerce qui utilise le pouvoir algérien. L'Algérie, elle ne demande qu'une seule chose. Elle demande qu'on lui rapatrie ses archives. Elle a le droit, nous avons le droit, nous, Algériens, nous avons fait la guerre pour ça, que les archives soient rapatriées. Les Français n'ont toujours pas rapatrié les archives auxquelles nous avons droit. Ce sont nos archives, à nous. Elles appartiennent à l'Algérie. Il y a des dettes, mais maintenant, bon, on sait très bien que on va pas remettre sur le tapis des dettes qui datent de plus de 2 siècles. À partir de ce moment-là, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il y a les effets personnels de l'émir Abdelkader, qui a combattu 18 généraux français. Ces effets personnels, il faut les rendre. Il y a le canon, il y a un canon qui est à Brest actuellement. C'est un canon algérien, il faut le restituer. Ça, ce sont des gestes qui sont parlants par eux-mêmes, à partir desquels la France pourrait s'anoblir et se donner une autre dimension si elle veut que les relations deviennent des relations normalisées. Parce que le problème qu'ils ont actuellement, il n'y a aucune entreprise économique française qui maintenant travaille en Algérie. Tout le marché algérien a été verrouillé, c'est terminé. On ne veut plus avoir affaire aux Français. On n'a pas besoin de la France, nous. L'Algérie n'a pas besoin de la France. Nous avons diversifié. Nous avons des relations avec la Turquie, avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec l'URSS, avec la Russie, avec la Chine, etc. Pourquoi voulez-vous que nous continuions à développer toujours les mêmes relations avec la France? C'est terminé, la France de papa. Et si cette France ne veut pas comprendre ça, ben, tant pis pour elle. On n'y peut rien. Je rappelle à votre suite pour ce remarque que le Sénat français examine d'ailleurs depuis ce mercredi une loi pour tenter de faciliter la sortie des biens coloniaux des collections des musées français, y compris l'épée d'Abdel Kader, tout comme d'autres biens volés dans le cadre notamment de sa colonisation sur le continent africain. Mais est-ce que ça suffira pour véritablement renouer un contact avec Alger? On le sait, tout est parti, du moins, on a eu le pic de tension depuis, je crois, janvier 2024 ou avril 2024, voilà, sur la question du Front Polisario, le Sahara occidental, qui reste une question assez centrale sur laquelle, du côté algérien, on reprocherait, entre guillemets, son partenaire français d'avoir pris, en tout cas, un penchant assez dangereux en soutenant la démarche américaine qui a été plus ou moins cautionnée par le géant américain. J'ai à l'époque la Mecque des révolutionnaires. Que je sache, Kwame Nkrumah ou Lumumba, etc., tous ces gens-là, Che Guevara, etc., venaient s'incliner. Même un monsieur comme Mandela, la première chose qu'il a faite une fois qu'il a été libéré en Afrique du Sud, le premier pays qu'il a visité, c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie a toujours eu défendu des positions de principe. L'affaire du Sahara occidental, c'est comme l'affaire de la Palestine. On ne va pas aujourd'hui nous imposer au nom de je ne sais quoi, l'Amérique ou la France, l'Occident, etc., de normaliser avec Israël. Israël, c'est un État fantoche, un État génocidaire qui assassine, qui tue des enfants matin, midi et soir, des femmes, des enfants et des vieillards. À partir de ce moment-là, l'Algérie ne le reconnaît pas. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui l'oncle Sam pense ce qu'il veut, nous on n'en a rien à cirer de l'oncle Sam. Les États-Unis, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Maintenant, la France, elle a joué le jeu avec le Maroc. C'est son droit. C'est son droit, mais non, on va pas lui dire, on n'a pas fait de reproche à la France concernant le fait qu'elle se soit alignée sur la position marocaine. C'est son problème. Mais nous, vis-à-vis du Sahara occidental, nous avons une position officiellement, de principe. l'Algérie a dénoncé la position, la démarche française derrière Oui, son alignement marocain. C'est officiel, c'est connu. oui, mais parce que la France, elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie est un pays légaliste. Il y a un Conseil de sécurité de l'ONU qui a dit que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple sahraoui. Il a décidé, il a le droit de disposer de lui-même. Laissez-le voter. Pourquoi vous vous alignez sur la position le Maroc a décidé de s'accaparer de ce territoire, mais c'est pas son territoire. Et ça ne lui appartient pas, ça ne lui a jamais appartenu.
ni dans l'histoire, ni dans les archives, ni dans la géographie, ni rien du tout. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple sahraoui, c'est à lui de décider. Si lui décide demain qu'il veut rester marocain, c'est son droit le plus absolu. Il restera marocain. S'il veut rester sahraoui, qu'il veut créer une république sahraoui, ben, pourquoi la Mauritanie, elle a compris? La Mauritanie a compris le jeu, elle a dit, bon, moi, je ne suis pas concerné, je me débarrasse de ce territoire et elle a laissé tomber. Le Maroc, il s'accroche, il prétend aujourd'hui qu'une partie de l'Algérie lui appartient. Mais il est fou, il est fou. Il y a 1,5 million personnes qui sont mortes dans ce pays, dans tous les centimètres carrés de l'Algérie, il y a 2 385 000 kilomètres carrés, il y a eu du sang de martyrs qui est tombé. Et aujourd'hui, ils veulent qu'une partie de Tindouf ou de je ne sais quoi leur appartienne. Mais au nom de quoi? Il faut se battre. D'abord qu'ils libèrent Melilla et les deux ports qui sont entre les mains des Espagnols. Comme ça, je reconnaîtrai qu'ils ont une valeur. Mais tant que vous ne le faites pas, vous n'avez aucun droit à venir réclamer que vous êtes aligné sur la position marocaine ou autre. Ça, c'est la France. La France, elle est membre du Conseil de sécurité. Elle sait très bien qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité. Et le petit Emmanuel Macron, con comme il est, parce qu'il est bête comme ses pieds, il s'est aligné directement sur la position française, alors qu'il a oublié que la France, elle est membre du Conseil de sécurité et qu'elle a adopté une résolution. Officiellement, l'Algérie demande, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, que la France puisse lui restituer un certain nombre d'effets personnels de l'émir Abdelkader, et vous l'avez dit, le canon d'Alger. Alors si jamais ces éléments, ces effets sont retrocédés à l'État algérien, est-ce qu'il y aura plus autre revendication, notamment sur cette question de rente mémorielle, parlant notamment des réparations sur le plan financier, par exemple? Est-ce que l'Algérie va juste s'en tenir à ces effets personnels de l'émir Abdelkader? Alors ça sera un point de départ pour une véritable réconciliation. Le président Tebboune a été très clair là-dessus. Il a fait un discours, il a dit l'Algérie ne demande aucune réparation. On ne demande pas de réparation financière, donnez-nous de l'argent. Non, on n'a pas besoin. On veut qu'ils reconnaissent. Il y a une loi qui est sortie, qui a été adoptée par le Sénat algérien, qui est une loi qui criminalise le colonialisme. Le colonialisme, c'est un crime. Et tant que la France n'acceptera pas de reconnaître ces crimes, l'Algérie n'en démordra pas. Maintenant, tout ce qu'on leur demande, nous, ils ont fait des essais nucléaires du côté de Reagan, des essais nucléaires. C'est là-bas que les premières bombes atomiques françaises ont été expérimentées, dans les années 60. À partir de ce moment-là, venez nettoyer. On ne vous demande pas de réparation financière. Il y a déjà des tas de gens qui ont fait des cancers à cause des radiations atomiques. Mais venez nettoyer les saloperies que vous avez fait. Venez et reconnaissez les crimes qui ont été commis pendant la colonisation. Et c'est pas valable qu'en Algérie. Des crimes, il y en a eu au Cameroun, il y en a eu en Afrique, dans tous les pays. La France, le nombre de Camerounais qui ont été assassinés par la France, c'est effroyable. Le nombre de Congolais qui sont encore aujourd'hui assassinés par les Belges, c'est effroyable. Et ces gens-là, ils vont s'en sortir comme ça, comme si de rien n'était. Ils ont pratiqué l'esclavagisme, ils ont massacré des millions de gens, et un bon matin, on dit non, c'est rien, c'est pas grave, c'est l'histoire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, vous devez reconnaître vos crimes, et ne serait-ce que les reconnaître. Il y a eu, entre le président Macron et le président algérien, il y a eu une commission qui a été créée d'historiens français avec Benjamin Stora et d'historiens algériens qui devaient justement statuer là-dessus. Non, on n'en parle plus. C'est pas normal. On va tenter Il faut bien qu'à un moment ou un autre, cette séquence de réflexion avec vous, professeur Omar. Mais la grande question, tout le monde se la pose. On a l'impression que chaque jour qui naît, on vivra et on vibrera au rythme d'un nouveau feuilleton, d'une crise, qu'elle soit diplomatique, sécuritaire. Récemment, parlé de l'affaire Sansal. Aujourd'hui, tiens, on n'en parle plus. On se disait, finalement, c'est l'amour parfait entre Paris et Alger. Il a fallu qu'un autre reportage, peut-être mal placé pour Alger, digeste pour Paris soit diffusé, à chaque fois, jusqu'à quand on va se regarder entre Paris et Alger, c'est de se regarder finalement en chaîne faïence, professeur Omar? Tant que une partie continue de considérer qu'elle est dans son bon droit, ce qui est le cas
de la France. La France, vous avez cité le cas de Boualem Sansal, c'est quoi? C'est une fripouille, un abruti fini, dont on a fait, alors comme s'il y avait que Boualem Sansal en France. Mais enfin, c'est qui Boualem Sansal? C'est rien du tout. Qui c'est qui en parle aujourd'hui? Est-ce que les Français en parlent? Ils ont monté en épingle des Boualem Sansal, Boualem Sansal. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est terminé. Parce que c'est un pauvre bon à rien. À partir du moment que la France utilisera des boucs corses comme Amir Dezed ou de Abdou Sammar et des guignols, des larbins comme ça, des Kamel Daoud et compagnie pour essayer de dire que l'Algérie, parce qu'il y a encore une extrême droite. Vous prenez un type comme Zemmour en France, un type comme Éric Zemmour, il passe son temps alors qu'il est d'origine algérienne, que je sache. Il porte un nom maghrébin, il porte un nom kabyle, Zemmour. Hein, il porte pas, il s'appelle pas Dupont. Et lui, il parle comme s'il était plus français que les Français. Mais c'est qui ça? Si vous le comparez à Jacques Attali, il y a une différence. Attali aussi est un juif algérien. Et Dieu sait s'il y en a eu des juifs algériens, il y en a eu plein, parce qu'ils étaient là il y a plus de 1000 ans, avec la destruction du Second Temple. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, tant qu'il y a une partie de l'extrême droite française qui continue à considérer qu'elle est en droit d'exiger de l'Algérie qu'elle ait un comportement différent, non. L'Algérie, elle a payé le prix très fort pour avoir l'indépendance. Nous avons combattu, les armes à la main, nous avons arraché notre indépendance en faisant la guerre. On a mis dehors 1 million de soldats français. Eh ben, aujourd'hui, c'est terminé. On ne va pas continuer à leur faire de cadeaux. Et s'ils ne veulent pas changer, ben, ils ne changeront pas. Ils resteront. Si demain, il faudra rompre les relations diplomatiques, on rompra les relations diplomatiques. On n'a aucun problème avec ça, nous. Aucun. Visiblement cette ligne rouge d'une rupture diplomatique directe avec Paris. Si jamais eh bien, la souveraineté de votre pays n'est pas respectée par le partenaire français, eh bien, on est prêt donc à véritablement se soustraire de Paris à l'effet de continuer notamment à développer d'autres partenariats avec des pays qui vont respecter votre souveraineté. Merci à vous. On reste davantage dans le cadre de ce grand débat international pour évoquer un autre sujet d'actualité, c'est donc la présence de l'actuel président de la Syrie qui est donc reçu aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine. Les images sont assez fortes, quelques mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, au moment où effectivement du côté de la Turquie, on semble vivre une forme de pression sans cesse sur la minorité kurde qui est donc qui a été longtemps, on va dire, protégée par le voisin turc et qui s'imagine ne plus s'engager. La Russie qui veut véritablement se réorienter, alors se réorganiser au cœur donc eh bien du côté de la Syrie où on avait plus ou moins très rapidement annoncé qu'elle avait perdu le pied de côté de la Syrie au profit de la montée en puissance du régime de l'oncle Sam. On va analyser tout cela avec vous, du moins à l'occasion donc de cette visite. Le président syrien qui a donc été reçu par le Kremlin, ce nouveau face-à-face, dit-on, de la part de la presse russe entre les deux chefs d'État, s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations bilatérales, mais surtout de coordination sur les grands dossiers régionaux. Alors, quelles peuvent être, en attendant effectivement la communication à l'issue de cette rencontre, votre point de vue, professeur, les dossiers régionaux sur lesquels eh bien, les deux présidents doivent impérativement tabler? Oui, bon, vous savez que c'est la deuxième visite du président entre guillemets, syrien, qui n'est que le chef d'une milice, et en Russie. Mais les Russes ont une situation un peu délicate. Les Russes ont soutenu à bras-le-corps le régime de Bachar el-Assad, c'est vrai. Mais les Russes ont aussi des bases en Syrie. Actuellement, en Syrie, il y a de véritables problèmes. La minorité alaouite, elle est massacrée par ce président fantoche, chef d'une milice. Les Druzes ont été massacrés. Les Kurdes, alors n'en parlons pas, les Kurdes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les Kurdes, il y en a en Turquie, il y en a en Irak, il y en a en Iran, il y en a en Syrie. Et donc, dès lors qu'aujourd'hui les Kurdes, s'ils ont cru à un moment ou à un autre que le fait de développer un discours en Syrie leur permettrait d'avoir une autonomie, ils se trompent lourdement. C'est pas avec ce monsieur-là.
parce que ce monsieur-là, c'est un tyran, c'est une personne qui a été fabriquée par les Américains et par les Turcs. Et à partir de ce moment-là, Ahmed Shara, celui qu'on a appelé le Joulani, ce n'est rien d'autre qu'un sur lequel il y avait sa tête était mise à prix par les États-Unis d'Amérique. C'était 5 millions de dollars. Et maintenant, il est reçu au Kremlin pour renforcer la coopération bilatérale. La coopération bilatérale, elle ne marchera que lorsque les Russes voudront défendre leur position de base qu'ils ont encore en Syrie. Ils ont deux bases navales. Et ça leur permet d'avoir un regard sur les mers chaudes, ce qu'on appelle les mers chaudes, la mer Méditerranée. À partir de ce moment-là, il est évident que lui, il est parti là-bas pour essayer de discuter avec eux, de négocier un peu un soutien. Mais un soutien, je doute fort que la Russie, même si elle veut garder ses bases, veut avoir un soutien avec un sanguinaire qui ne va pas tarder à se faire. Parce que lui, il ne va pas rester longtemps. Il est entre les mains d'Israël. Et à partir de ce moment-là, vous savez que la situation est très compliquée dans cette région. Et ce qui se passe en Iran est aussi encore va davantage compliquer la chose. Maintenant, est-ce qu'il est parti seulement pour discuter avec Poutine de la position des bases russes en Syrie, ou est-ce qu'il est parti dans un autre cadre pour essayer d'introduire la Russie dans le conflit qui est en train de se mettre en place entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Professeur Omar, est-ce que là, dans le fond, on se dit la Russie fait carrément dans du pragmatisme politique, parce que là, vous avez évoqué tout à l'heure cette minorité alawite qui est chère à l'ex-président Bachar al-Assad, déchu, donc ex-allié finalement de la Fédération de Russie. Vous avez convoqué tout à l'heure l'enjeu avec l'Iran. On sait très bien que la Syrie était plus ou moins cette passerelle qui permettait, ou alors qui permet jusqu'aujourd'hui, pardon, la Fédération de Russie d'avoir un droit de regard sur l'Iran pour tenter de contrecarrer, on va dire ainsi, les dynamiques de déstabilisation bien huilées par le pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'on est là dans du pragmatisme politique de la part de Trump, au-delà des émotions, se dit oui, on a peut-être pas en face de nous un meilleur interlocuteur, mais on se doit clairement d'avoir un pied en Syrie, quoi qu'il en coûte. Ah ouais, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites est très juste. Vous savez, c'est pas moi qui ai dit ça, les États n'ont pas de sentiments, ils ont des intérêts, et à partir de ce moment-là, la Russie ne peut rien faire d'autre que d'accepter de recevoir un criminel comme Giuliani, dans le sens où elle a des intérêts à défendre. Et sachant pertinemment que la situation est en train de se complexifier avec les Kurdes, avec la Turquie qui est aux abois, l'Iran c'est un gros morceau. L'Iran c'est 90 millions d'habitants, au cas où on l'aurait oublié, et c'est pas les gesticulations de M. Donald Trump qui vont changer quoi que ce soit à la situation de l'Iran vis-à-vis d'un pays qui s'appelle Israël. Mais l'Iran ne peut pas se développer uniquement parce qu'il a des rapports avec la Chine et avec la Russie. C'est un pays qui a besoin quand même qu'on lève les sanctions. Aujourd'hui, le Parlement, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé, ils se sont réunis il y a même pas quelques heures, et ils ont décidé d'inscrire les comment ils appellent ça, les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est aujourd'hui que les Européens se rendent compte, après avoir fait en sorte qu'en 1979, l'Ayatollah Khomeini crée les Pasdaran, c'est aujourd'hui, 40 ans après, qu'on se rend compte que les Pasdaran peuvent être une organisation terroriste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent s'accrocher à Donald Trump et ils veulent montrer qu'ils sont plus royalistes que le roi. Mais ça montre que l'Europe, d'une façon générale, est en train de perdre tout à fait sa crédibilité, est en train de perdre tout ce qui pouvait lui donner de la confiance en elle-même. Parce que c'est pas avec un pays comme l'Iran qu'on s'amuse
a déclaré que les Pasdaran c'est une organisation terroriste. L'Iran, pas la Syrie, c'est des chiites. Et puis c'est une civilisation. La Perse, elle a 3000 ans, 5000 ans d'existence. C'est pas les États-Unis d'Amérique qui ont même pas 200 ans d'existence. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se poser de véritables questions. Maintenant, nous, Africains, nous les Africains, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette affaire? Que la Russie reçoive Ahmed Shara au Kremlin pour renforcer la coopération bilatérale, ça c'est bon pour les journalistes et pour les propagandistes. Mais les discussions qui vont avoir lieu entre M. Poutine et le guignol qui sert de président en Syrie, ce sont des discussions qui vont se jouer entre Poutine et l'ensemble du monde arabe qui gère dans cette région-là. Parce que la Syrie, c'est un pays qui n'existe plus. La Syrie, en tant que telle, n'existe plus. Elle est divisée. Il y a des Kurdes, il y a des Alaouites, il y a des Druzes, et c'est pas le petit Chara qui va régler quoi que ce soit. C'est pas ce guignol qui va faire quoi que ce soit. La Syrie, c'est une grande civilisation aussi. C'était les Omeyyades, c'était le califat Omeyyade. Donc, c'est pas un Joulani qui va venir changer quoi que ce soit. Ce sont des événements qui vont durer quelques années, peut-être une année, 2 années, mais il va disparaître très vite de la circulation. Et le peuple syrien va redevenir ce qu'il était, un grand peuple. Voilà. C'est vrai que vous m'avez un tout petit peu embrouillé dans la chute de votre réaction, puisque tout à l'heure vous semblez nous dire que l'hypothèse d'une stabilité aujourd'hui en Syrie n'est plus d'actualité. Et tout à l'heure vous avez convoqué que ce soit les questions des minorités. Moi j'ai convoqué la situation des Kurdes qui est assez préoccupante. Vous avez parlé des Alaouites. Cette minorité dont était quand même issu l'ex-président Bachar al-Assad, qui a également subi une forme d'insurrection selon la presse hexagonale depuis l'arrivée de M. Al-Sharad. Est-ce que la question de la stabilisation de la Syrie n'est plus d'actualité aujourd'hui et que l'on est clairement dans un positionnement stratégique dans la perspective d'une troisième guerre mondiale qui s'annonce? D'ailleurs, Trump l'a dit il n'y a pas quelques heures. Le temps est compté, nous allons attaquer clairement l'Iran. Oh, vous savez, la perspective d'une troisième guerre mondiale, moi je n'y crois pas beaucoup parce que Trump, il parle beaucoup, il gesticule, il se prend pour Zorro, mais dans les faits, il fait attention à ce qu'il réalise. Il a enlevé Maduro, c'était rien. Il faut pas comparer le Venezuela et l'Iran. Euh, la Syrie, la Syrie a fait l'objet d'un dépeçage. Un dépeçage, c'était la Turquie d'un côté, les États-Unis, et je rappelle que ce fameux Ahmed Salah, le Joulani, c'était l'ancien patron de Nusra. Nusra, c'est quoi? C'est un groupuscule islamiste, sans plus, rien d'autre, qui a été créé par les Américains. Ce sont eux qui ont créé les groupes islamistes. C'est pas vous, c'est pas moi. C'est pas le Dahomey, c'est pas le Cameroun. À partir de ce moment-là, il ne pouvait s'attendre qu'à ce genre de dépeçage qui a lieu actuellement en Syrie. Mais est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Personne n'est en mesure d'y répondre. Tant que vous avez un cancer qui s'appelle Israël, qui sévit dans la région, vous savez, le Hezbollah, l'Irak, tous ces pays-là qui ont souffert de la domination américaine et des bombardements américains, la Libye qui a été massacrée elle aussi, etc. Tous ces pays-là, un beau matin, ils vont se réveiller. Les peuples de ces pays-là ne vont pas se laisser faire indéfiniment. Il y aura un moment où ces gens-là vont finir par se poser des questions et se dire mais à quoi joue-t-on? Et à partir de ce moment-là, le Kremlin, vous savez, un pays comme la Russie, c'est un pays qui a une longue histoire, très longue histoire. Un pays comme l'Iran, c'est un pays qui a une longue histoire, une très longue histoire. C'est pas les gesticulations de Donald Trump ou du petit Emmanuel Macron qui vont changer quoi que ce soit à ces pays-là. Et donc, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, ces questions se posent. L'Égypte, par exemple. L'Égypte, on n'en entend pas parler. On pense que parce qu'il y a Abdel Fattah al-Sisi, oui, mais il y a 120 millions d'Égyptiens.
Et quand l'Égypte va se réveiller, ça va faire très très mal. Très très mal. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un, 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 une espèce d'Israélien qui est à la tête de l'Égypte que ce pays est pacifié. La Jordanie, c'est pareil. En Jordanie, la population, elle est à 80% palestinienne. C'est pas le petit roi de Jordanie qui va faire la loi là-bas. Et l'Afrique, c'est pareil. L'Afrique, maintenant, il y a des États comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme le Mali, etc., qui vont finir par comprendre que eux-mêmes, ils ont des choses à dire. L'empire du Mali, c'était un grand empire. C'est pas une histoire qui est tombée du ciel. Et ça, c'est resté dans la tête des gens. Personne ne va l'enlever. Veille là, vous semblez être optimiste pour ce roman, c'est par là qu'on va sortir, mais on se dit au regard de la position stratégique dont revêt la Syrie aujourd'hui, avec notamment les appétits des grandes puissances qui semblent, finalement, le territoire semble être un véritable théâtre d'affrontement de ces grandes puissances. Aussi dit, à quand on se réveille, quand pardon, le morcellement est davantage, le morcellement de cet État du point de vue ethnique est davantage d'actualité, on se dit que toute dynamique peut-être d'éveil et de réveil est finalement, on va dire, rapidement rattrapé par la réalité géopolitique aujourd'hui. Oui, oui, la réalité géopolitique, mais la réalité géopolitique, elle s'inscrit dans une histoire. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes le produit d'une histoire, vous-même. Et moi, je suis le produit d'une histoire. Et cette histoire, nous la connaissons, les peuples connaissent leur histoire. Ça, on ne peut pas considérer que des pays comme l'Inde, ou la Russie, ou la France, ou l'Algérie, ou le Cameroun, soient des pays qui n'ont pas d'histoire. Ce sont des pays qui ont une histoire. Et cette histoire, elle ne s'effacera jamais, même s'il y a des considérations d'ordre géopolitique. Mais moi, je vois très mal une troisième guerre mondiale se déclencher à cause des États-Unis. Les États-Unis, s'ils veulent attaquer l'Iran, ils ont des stratèges, ils ont des gens qui réfléchissent sérieusement et ils savent très bien que la première balle qu'ils vont tirer, le pays qui va disparaître, hein, ils vont l'éliminer complètement, c'est Israël. Le premier pays qui va disparaître de la carte, qui va être rayé de la carte, c'est Israël. Et vu la puissance du lobby juif en France, aux États-Unis, en Occident d'une façon générale, quand vous regardez les chaînes de télévision européennes, françaises, c'est tous des juifs. Tous. Tous. C'est le CRIF qui décide à la place d'Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui décide. À partir de ce moment-là, ces gens-là, ils finiront par payer. Et ils auront beau avoir été pendant des années, ils se sont cru le peuple élu ou je ne sais trop quoi, mais ils finiront un jour par payer pour les crimes qu'ils sont en train de commettre. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Afrique va se réveiller. L'Afrique ne va pas rester éternellement comme elle est. Elle commence à se réveiller, l'Afrique. La souveraineté en Afrique, ça commence à prendre du sens. Il y a des pays qui développent leur attitude de souveraineté, qui disent non, moi je suis un État souverain, je veux être un État souverain, je veux avoir ceci, je veux faire cela. Et il y a des jeunes Africains qui se forment maintenant, qui apprennent, qui savent, et quand ils auront une bombe atomique, eh ben vous verrez que les choses vont changer. Omar Ben Bekti rappelle, vous êtes analyste et enseignant effectivement à la faculté des sciences sociales de l'Université d'Oran. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions sur l'actualité du côté de la Turquie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir pour ça. Merci à vous, amis téléspectateurs. Le rendez-vous est en pris pour demain pour une autre édition, d'autres faits d'actualité avec forcément d'autres invités. À très bientôt. Bonsoir.